Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse. Cette semaine spéciale classe moyenne africaine, le dossier du jour sera consacré au secteur de la grande distribution. Et au sommaire également de cette émission, à 34 ans, ce 6 novembre 2016, que le président Paul Biya est à la tête du Cameroun. Qu'a-t-il accompli? Quel bilan peut-on dresser de ces années de pouvoir? Nous en parlerons en première partie. Et puis nous évoquerons également la nouvelle constitution ivoirienne qui a été promulguée. Elle fait entrer le pays dans une nouvelle république, la Troisième République. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité, tout d'abord, est fiscaliste Moussa Sidibé. Monsieur Sidibé, bienvenue parmi nous. Merci. Et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, c'est un plaisir. Le même plaisir renouvelé à Mireille. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, a commémoré ce 6 novembre le 34e anniversaire de l'accession à la présidence du chef de l'État, Paul Biya. Sur l'ensemble du territoire national, des manifestations ont été organisées pour apprécier diversement le chemin parcouru et évaluer les défis à venir. Le bilan de l'homme du 6 novembre 1982 avec ce reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardounka. Les militants et sympathisants du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, ont célébré ce 6 novembre 2016 le 34e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Une célébration dominée par des meetings populaires à travers le territoire national, meublée par des conférences débats, des activités sportives et culturelles, ainsi que des marches de soutien. Une occasion de relever les actions menées par l'homme du renouveau. Le déficit énergétique est un chaos pour toute économie, et particulièrement nous au Cameroun aujourd'hui, où nous nous situons aujourd'hui comme cette porte d'entrée dans le cadre de la zone CEMAC, et où les deux investissements structurants, l'Opanga, le port de Kribi, viennent aujourd'hui montrer effectivement que nous avons compris notre position de leader. Sur le plan législatif, les lois d'exception ont été abolies, les libertés consacrées, le multipartisme restauré. La loi fondamentale a été modifiée pour l'adopter à la nouvelle donne politique, ce qui a permis de mettre sur pied de nouvelles institutions qui renforcent l'état de droit, notamment la Chambre des comptes et le Sénat. En économie, la réalisation en cours des projets structurants et ceux contenus dans le plan d'urgence trinal justifie la volonté du chef de l'État de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Au-delà de ces réalisations, le volet social reste à parfaire. Il faut mettre un ton dans le cadre sanitaire parce que le plateau technique vient, avec tout ce que nous avons eu comme des évacuations sanitaires, nous montre effectivement qu'on doit revoir notre plateau technique. Le thème de ce 34e anniversaire du renouveau interpelle les militants du RDPC et les Camerounais à s'allier derrière le président Paul Biya pour soutenir le mouvement sportif camerounais en vue du renforcement de l'intégration nationale et de la coexistence pacifique et une collaboration mutuelle bénéfique entre les peuples et les nations. Et un nouvel invité a pris place autour de ce plateau. Il s'agit d'Aboubacar Fofana, économiste. Monsieur Fofana, bienvenue parmi nous. Merci bien. Bonjour. Alors 34 ans, c'est beaucoup, 34 ans de pouvoir pour le président Paul Biya. Ça laisse le temps d'accomplir des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. C'est compliqué de dresser le bilan d'un président resté 34 ans à la tête de son pays. Mais je vous le demande quand même, Jean-Marie, juste sur l'aspect économique. Je vous demanderais bien de rester sur cet aspect. Un bilan rapide, on ne va pas remonter très loin, peut-être sur les 2 derniers mandats. Qu'est-ce que le président Paul Biya concrètement a accompli pour le développement économique et social du Cameroun ? Amira, comme vous venez de le dire, il est très difficile, si vous voulez, de dresser un bilan. Bon, si nous restons sur les 2 dernières décennies, si moi je repars un peu au départ, l'avènement du président, si vous voulez, a suscité d'énormes espoirs, si vous voulez, dans le pays. Mais malheureusement, moi je me souviens du libéralisme communautaire. Vous avez eu, entre-temps, toute une partie de l'économie qui avait été abordée. Dans le libéralisme communautaire, vous avez
C'est-à-dire des promesses qui étaient des promesses normalement qui étaient prometteuses en tant que telles. Vous avez eu, comment dirais-je, la libéralisation de l'espace politique. Mais au niveau économique, malheureusement, ça n'a pas suffi parce que vous avez des pans entiers de l'économie camerounaise qui ont ralenti énormément. Vous avez le Cameroun qui était considéré comme étant le grenier de l'Afrique centrale. Pendant un certain moment, vous avez eu des manques là-dessus pour pouvoir mettre en place une industrialisation du pays par rapport à aux potentialités du pays. Alors, il y a deux écoles qui s'affrontent, celle pour la limitation des mandats et l'autre qui n'estime pas que ce soit une nécessité. Tant que les idées sont bonnes et que l'on est élu démocratiquement, on peut rester au pouvoir. Sur le cas du président Paul Biya, Monsieur Sidibé, comment appréciez-vous ces 3 décennies au pouvoir? Les a-t-il utilisées au profit de l'intérêt général? Moi, de mon point de vue, je pense que le Cameroun n'a pas atteint quand même tout son potentiel et qu'il y a eu pas mal de recul par rapport au potentiel qui avait été donné au Cameroun depuis les années 60. Et c'est le plus grand regret qu'on peut quand même dire sur ces mandats de Paul Biya, c'est que tant qu'il n'y a pas d'alternance, bon, on va quand même revenir là-dessus, tant qu'il n'y a pas d'alternance, il y a quand même un véritable frein au potentiel économique d'un pays comme le Cameroun, qui en avait beaucoup quand Paul Biya arrivait au pouvoir dans les années 80, effectivement. Alors, économique, diplomatique, social, sécuritaire, Monsieur Fofana, sur quel segment le président Paul Biya, selon vous, a-t-il été le plus efficace? Sur le segment de la longévité, si on voulait faire une dérision. Bon, ben, c'est vrai que, comme l'ont dit mes collaborateurs sur ce plateau, ils ont bien spécifié le fait que voilà un pays que j'ai eu l'occasion de visiter, qui regorge de potentialités, qui est très vert, très agricole, et le Cameroun pourrait être le moteur du développement en Afrique centrale. Mais on est en peine de constater, et pourtant il y a l'une des ressources rares, le pétrole, qui depuis une trentaine d'années maintenant, qui contribue au budget de l'État. Mais on a du mal à s'apercevoir de l'impact l'impact du pétrole sur le développement du Cameroun. Bon, il ne faut pas tout miser sur le pétrole. Je veux dire, c'est un pays agricole par excellence. Vous allez dans l'ouest, les terres fertiles sont à perte de vue. Et pourquoi ne pas être exportatrice nette de produits agricoles, d'ailleurs? Alors, Jean-Marie, le Cameroun est un pays qui mélange de nombreuses ethnies, de nombreuses cultures, de nombreuses religions, de langues. C'est un pays très, très mélangé et qui, malgré tout, a réussi là où beaucoup ont échoué. C'est bien évidemment l'unité et la paix. L'unité nationale au Cameroun n'est plus, si vous voulez, à refaire ou à parfaire. Parce que depuis des années, la stabilité politique au Cameroun et la stabilité, si vous voulez, sociétale est une chose qui est aujourd'hui prouvée. Vous avez au Cameroun, vous avez pratiquement, quand on parle de l'anglais blanc, quand ils arrivent chez nous, nous disent que si vous voulez, bon, ce sont des dialectes, vous avez 213 langues pour pouvoir le maîtriser. Ce n'est pas quelque chose de simple. Il faut que, si vous voulez, vous ayez l'ensemble de la population qui fonctionne sur une même psychologie. Et ça, le Cameroun a réussi, c'est-à-dire ce tour de force-là, de faire en sorte que la stabilité sociétale est restée intacte. Mais malheureusement, le plan économique dont vous me parlez là tout à l'heure n'a pas suivi. Et pourquoi, selon vous, Jean-Marie? Je pourrais dire que vous avez un certain nombre de stratégies économiques qui ont été mises en place, de mon point de vue, qui n'étaient pas des stratégies. C'est-à-dire, on n'a pas ciblé les secteurs prioritaires dans l'économie. Pour faire développer une économie, j'ai dit toujours sur ce plateau, c'est que nos États africains, nous avons intérêt à prendre en compte nos avantages naturels et les convertir en avantages compétitifs économiques au niveau international. Mais malheureusement, les stratégies qui sont toujours mises en place dans nos économies africaines, il n'y a pas que le Cameroun. Ici, là, nous parlons spécifiquement du Cameroun, mais vous avez souvent ces stratégies-là qui ne vont jamais jusqu'au bout. Vous avez la théorie, on vous pose, si vous voulez, de beaux dossiers, de bons documents, mais malheureusement, la faisabilité sur le terrain n'est pas suivie. Et je pense que c'est sur ce point-là que le Cameroun devrait mettre l'accent, c'est-à-dire pouvoir accomplir et surtout évaluer l'impact des politiques publiques. On était donc en Afrique centrale, on va aller en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire plus précisément, où la nouvelle constitution a été promulguée devant le gouvernement et des représentants de l'État. Le président ivoirien Alassane Ouattara a signé le texte de promulgation consacrant l'entrée en vigueur du nouveau texte fondamental et de la Troisième République. C'est un sujet qui nous a été réalisé par notre journaliste Mélina Bokassa. Regardez.
La Côte d'Ivoire entre officiellement dans la Troisième République. La promulgation de la nouvelle constitution a eu lieu ce mardi 8 novembre 2016 par le président Alassane Ouattara. C'était lors d'une cérémonie officielle à Abidjan, capitale ivoirienne. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens de promulguer la constitution de la Troisième République. Notre démocratie a encore fait un pas en avant. En dehors de quelques cas isolés, le jour du vote s'est déroulé dans le calme, confirmant que la grande majorité des Ivoiriens aspirent à la paix. Pour le président, les promesses de la Troisième République sont en effet des promesses de paix, de stabilité et d'égalité. Une déclaration qui ne fait pas l'unanimité des Ivoiriens. Nous pensons qu'on n'a pas besoin de modifier la Constitution pour réconcilier les Ivoiriens. Il y a des actes à poser pour réconcilier les Ivoiriens qui sont clairs, qui sont connus. Un dialogue ouvert. À l'Ivoirienne, si on peut comprendre, à l'Africaine, si on veut. Mais il y a des mécanismes de ramener la paix, la cohésion sociale sans modifier une constitution. Désormais, loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016, la nouvelle constitution permet à la Côte d'Ivoire d'entrer officiellement dans la Troisième République. Le texte prévoit par ailleurs la création d'un poste de vice-président qui alimente les polémiques. En outre, il crée un Sénat, institutionnalise la Chambre des rois et chef traditionnel et étend le domaine de compétence du Conseil économique et social à l'environnement. Monsieur Sidibé, attendez-vous quelque chose de cette nouvelle constitution, de cette nouvelle république? Oui, je pense que c'est la consécration quand même d'une promesse de campagne de Alassane par rapport à la stabilité de la Côte d'Ivoire qui a quand même connu une crise post-électorale depuis 2010. Mais ce qu'il faut quand même souligner, deux ou trois points, c'est que d'abord, moi, je pense que de mon point de vue, il n'y a pas eu beaucoup de concertation. Je pense que Alassane a voulu quand même mettre en place une promesse personnelle qu'il a faite aux Ivoiriens. Et dans le contenu quand même du texte, j'ai quand même quelques réflexions. Pour moi, il y a des dispositions qui sont d'ordre purement conjoncturel, qui pour moi... Lesquelles, par exemple? Lesquelles, par exemple, la création d'un vice-président. Aujourd'hui, je pense que Alassane, il a voulu créer ce poste pour... peut-être répondre à un besoin aujourd'hui qui ne va pas forcément se poser dans quelques années en Côte d'Ivoire. Et la disposition concernant aussi la limitation de l'âge du président de la République, pour moi, ce sont des dispositions qu'il fallait quand même réfléchir davantage. Et d'autant plus qu'il faut quand même saluer quand même la disposition relative à la suppression de l'ivoirité qui était à la base de la crise qu'a connue ce pays. La Côte d'Ivoire. Justement, Jean-Marie, la fin de ce concept d'ivoirité, est-ce que c'est ça qui a motivé cette nouvelle constitution à laquelle tenait énormément le président Alassane Ouattara? Sous couvert d'unité et de paix sociale, il a quand même créé quelques mois de tensions politiques dans le pays. Je pense que les quelques mois de tensions politiques, de mon point de vue, amiral, c'est-à-dire on peut les effacer tout simplement. Pourquoi? Parce que notre invité vient de parler de l'ivoirité là tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est-à-dire quand on regarde la scène politique ivoirienne, cet article-là est un article qui, de mon point de vue, constitutionnellement, ne se justifiait pas. Ne se justifiait pas. C'est vrai que chaque État a le droit, si vous voulez, de mettre en place sa constitution, de pouvoir mettre à l'intérieur de cette constitution-là les articles qui vont dans le sens du peuple dans sa globalité. Mais le fait qu'on ait enlevé certains articles qui pouvaient porter, si vous voulez, qui portaient en eux les germes, si vous voulez, d'une déstabilisation future à venir, de mon point de vue, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais par contre, maintenant, en ce qui concerne la consultation, si vous voulez, de mon point de vue, il aurait fallu procéder à un référendum beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire associer la société civile, associer les acteurs politiques, de manière en sorte qu'on ait une constitution qui soit une constitution consensuelle par rapport au peuple ivoirien. Monsieur Fofana, en quoi ce nouveau texte fondamental consacre-t-il la paix et l'unité, comme l'estime le président Alassane Ouattara? Par principe, il faut constater qu'une constitution n'est pas inamovible. Ce n'est pas comme en Amérique où ils ont la même constitution depuis 2 siècles à peu près. Bon, c'est une avancée parce qu'il y avait des éléments dans l'ancienne constitution qui étaient source de conflit. Donc, ne serait-ce que sur ce plan-là, il fallait revoir, retoucher, faire des améliorations de ce point de vue-là. Et par ailleurs, on pourrait rétorquer à cette nouvelle mouture le fait d'être dépensière, c'est-à-dire qu'en créant la vice-présidence et puis une autre chambre, c'est le Sénat, comme si c'était un besoin impérieux.
on pourrait simplement lui retorquer cela. Mais bon, je pense qu'on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord. Ça, c'est clair et net. Le consensus, c'est l'arme des forts, mais malheureusement, généralement, on pense qu'être consensuel, c'est de la faiblesse. Oui, Jean-Marie, j'aimerais vous entendre très rapidement là-dessus, à l'heure où tous nos États, en tout cas africains, sont en train de réduire le train de vie de la République. On a un président, Alassane Ouattara, qui institutionnalise un vice-président et un Sénat. On connaît les frais que ça impute. Justement, je vais tout simplement vous prendre un exemple là-dessus, Amira. Il y a un article que j'ai lu que je trouve vraiment fantastique. C'est que vous prenez le cas, si vous voulez, du président Macky Sall en Côte d'Ivoire. Au Sénégal. Au Sénégal, aujourd'hui, les réalisations, vous avez une des réalisations qui me tient à cœur parce que je parle toujours de la dimension énergétique, si vous voulez, dans les États africains. Et qu'est-ce qu'il a fait, le président Macky Sall? Il a supprimé le Sénat et tout l'argent qui était consacré au Sénat, il a mis ça, si vous voulez, pour construire une des plus grandes centrales solaires en Afrique. Ce qui fait en sorte que c'est-à-dire, dans nos gouvernements, il y a certaines institutions qui sont budgétivores et qui n'en valent pas la peine. Il vaut mieux consacrer cet argent-là au développement. Et je pense que l'exemple du président Macky Sall, de mon point de vue, est un très bon exemple. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africaine Newsroom. À tout de suite.